Bienvenue à tous, merci. Donc moi, je suis Charles Bouliaguet, je suis enseignant-chercheur ici, et puis lui... C'est Eric Vekjinovski, c'est le nom chiffré. Voilà, déjà, il n'y a même pas besoin d'en rajouter une couche. Et on nous a proposé de parler de cryptographie, et on s'était dit du coup qu'on aimerait parler entre autres, de la cryptographie qu'on a tous plus ou moins autour de nous, qu'on utilise dans notre vie quotidienne, en ayant conscience ou pas. Et donc, avant de commencer, j'aurais voulu vous demander, qu'est-ce que vous avez comme bidule, soit dans vos poches, soit chez vous, etc., qui ont de la cryptographie dedans? Est-ce que vous en connaissez? Alors, c'est quoi ça? C'est une tablette? Une tablette. Ouais, trop facile. Téléphone aussi. Tablette, téléphone, ça nous en fait deux. Ouais. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Carte bleue. Carte bleue, tablette, téléphone, carte bleue. On en a trois. Cherchez des trucs plus improbables. Oui. Alors, carte bleue, quelqu'un dit les clés de voiture. D'autres choses? Vous êtes sûrement nombreux à en avoir une chez vous, surtout si vous êtes jeune. Ouais. Ouais. Console de jeux vidéo. Même ancienne. Quoi d'autre? Certaines chaînes de télévision, comme Canal 7, par exemple. Certaines chaînes de télévision, d'ailleurs je résiste pas au plaisir de vous montrer. Vous savez, les gens de ma génération, et de la vôtre aussi peut-être, on a grandi avec la cryptographie. Hop, pardon, voilà, il suffit que je mette ça au bon endroit. Ça c'était, moi quand je regardais la télé, alors quand j'étais jeune, voilà, alors là on voit pas très bien, mais ça c'est Canal Plus chiffré des années 90. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai été exposé à la cryptographie, même sans le vouloir. Alors on n'est pas obligé de regarder ça en entier, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est vrai, il y a Canal+, il y a les chaînes chiffrées. Quoi d'autre? Allez, j'essaie de vous surprendre. Les cartouches d'imprimante. La carte passe-passe. Okay. Carte passe-passe, c'est vrai. Je sais pas, carte passe-passe, cartouche d'imprimante, batterie de téléphone portable. Pas le téléphone, juste la batterie. On a dit cartouche. Ouais, cartouche d'imprimante, batterie de téléphone portable. Alors, il y a le téléphone portable lui-même, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Je vais finir par arriver au bout de ma liste. J'avais une liste. Ah oui, vous en regardez parfois, vous les achetez, surtout dans ces périodes de Noël, c'est rond. Non. Les DVD ou les Blu-ray. Voilà. Vous achetez un DVD, le film est chiffré dessus. Et voilà. Et alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent des immeubles modernes? Là, je ne sais pas. Sûrement d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas. Mais si vous habitez un immeuble un peu ancien, il y a peut-être un digicode et puis il y a une serrure. Voilà. Cette serrure, c'est celle qu'utilisent les facteurs pour accéder aux boîtes aux lettres. Et c'est la même serrure sur tous les immeubles de France et de Navarre. J'ai la clé. Donc, c'était pas un truc super sécurisé. Et depuis, ils ont mis un truc avec un système sans contact, il y a écrit Vigic dessus. Et de plus en plus, même les gens, ils utilisent ça pour rentrer chez eux. Et ça, il y a de la cryptographie dedans. Voilà. Bon, donc finalement, vous voyez, et puis, donc on a tous plus ou moins dans nos poches, et puis je ne vous parle pas, évidemment, des claviers sans fil
qui chiffre ce que vous tapez, des connexions Wi-Fi sans fil qui chiffrent ce que vous regardez, et de toutes les fois où vous vous connectez au site internet de votre banque et où c'est chiffré. Voilà. Donc en fait, moi, quand on réfléchit à ça, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on ne peut pas tellement y échapper, quoi. Voilà. Quoi que vous fassiez, dans une journée, vous allez à un moment donné ou à un autre utiliser un truc qui contient de la cryptographie. Et des fois on est au courant, des fois pas. Et moi je me dis que tout ce bazar, que dans tout ce bazar, en gros la cryptographie elle joue deux rôles qui sont parfois contradictoires. Il y a un certain nombre de situations où la cryptographie elle sert à nous protéger, nous entre guillemets, ou plutôt à protéger le secret de nos affaires. Donc, si votre clavier sans fil, il chiffre ce que vous tapez, c'est pour que votre voisin ne le capte pas. Voilà. Si votre téléphone portable, il chiffre votre conversation, c'est pour que le mec sur le trottoir d'en face avec une petite antenne ne capte pas ce que vous racontiez, qui capte du charabia chiffré. Mais dans les cartes passe-passe, dans les cartes passe-passe, dans les cartouches d'imprimante, dans les DVD, dans les consoles de jeux, etc., s'il y a de la crypto, c'est pas tellement pour vous rendre service. C'est plutôt pour s'assurer que vous allez vraiment payer. Que vous allez... Il y a certaines cartouches d'imprimante, par exemple, contiennent de la crypto dedans, parce que l'imprimante, avant d'imprimer quoi que ce soit, vérifie que c'est une cartouche de la bonne marque, avec de la crypto. Pareil pour les batteries de téléphones portables. Il y a des téléphones qui ne s'allumeront pas avant d'avoir vérifié avec de la crypto que c'est une batterie de leur marque à eux. Comme ça, si votre batterie tombe en rade, vous ne pouvez pas acheter une sous-marque, vous êtes obligé de passer par le vrai truc très cher, etc. Les chaînes chiffrées, c'est pareil. Les DVD, c'est pareil. Il y a de la crypto dans les DVD parce qu'ils espéraient en rendre la copie impossible. On sait tous que ça a raté. Et c'est pareil, tout ce que... au début, et encore parfois, même sur certains sites où on pouvait télécharger de la musique de manière légale, il y avait parfois des systèmes de DRM, et où en fait le fichier était chiffré, mais il fallait être capable de le déchiffrer au moment de l'écouter. Et donc, mais l'idée, c'était d'empoisonner l'existence des gens pour essayer d'éviter qu'ils refilent à leurs proches les fichiers qu'ils avaient téléchargés. Voilà. Et donc, dans tous ces dispositifs, donc voilà, la crypto ne joue pas toujours le même rôle, et puis ça ne sert pas toujours à la même chose. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec... Tant pis, j'ai un script, et si tu veux causer... Saute un thème. Voilà. Et si vous voulez me demander, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire n'importe quand. Que vous leviez, que vous parliez plus fort que moi. Voilà. Bonjour Philippe. Salut. Ça va? Bien. D'accord. Et du coup, bon, dans tous ces bidules, voilà, qu'on a autour de nous et qui, la crypto ne sert pas tout le temps à donc joue pas le même rôle, mais en plus ça ne sert pas forcément à la même chose. Alors je vais vous demander, du coup, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a sous la main des programmes qui servent à faire de la crypto, des librairies qui servent à faire de la crypto? À quoi ça sert tous ces trucs dans le fond? Protéger nos informations. C'est-à-dire? Je prends l'exemple simple d'une connexion, d'une navigation sur Internet, pour qu'on ne puisse pas capter mes infos. Si on prend l'exemple de la connexion à mon compte bancaire, ouais. S'il n'y avait pas la crypto, n'importe qui, en signifiant le réseau, pourrait savoir ce que j'étais en train de faire. Du coup, mes données ne sont pas sécurisées. C'est vrai. Ouais. Alors, voilà. Donc ça, c'est empêcher qui que ce soit d'écouter ce que vous faites sur votre compte en banque. Ça, là, vous voyez peut-être le site de ma banque. Donc, je ne vais pas taper les choses importantes devant vous. Mais, et donc, ce truc vous dit effectivement que c'est une communication sécurisée. Voilà, le petit cadenas, machin. Et quand on demande des détails, voilà, ce truc. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ici, c'est écrit en petit, mais votre connexion au site machin est chiffrée avec un système de chiffrement 256 bits. Ça fait peur comme ça.
ça utilise machin chouette chose, et la connexion est chiffrée en utilisant l'algorithme qui s'appelle AES-256-CDC, voilà. En utilisant SHA-1 pour l'authentification de messages et DHE_RSA pour le mécanisme d'échange de clés. Ça vous fait une super belle jambe. Mais l'information importante quand même, c'est que, c'est que la communication est chiffrée. Donc tu as raison de dire que si ton voisin il met des pinces crocodiles sur ta ligne téléphonique et qu'il enregistre tout ce qui passe, au moment crucial où je vais taper le mot de passe de mon compte, il ne verra pas passer ça, mais il verra passer du charabia chiffré. Donc ok, avec la cryptographie, on peut chiffrer, on peut essayer de planquer des données importantes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on peut essayer d'authentifier la personne et puis pour prouver que c'est bien le CIC ou d'autres personnes. Parce que c'est vrai que si le voisin, mon premier voisin, il essaye d'espionner ma ligne téléphonique, mais le deuxième, il est plus intelligent, il l'a coupé et il s'est branché dessus. Et donc quand je me connecte au site de ma banque, en fait je peux connecter à son ordinateur portable. Il peut chiffrer la connexion entre lui et moi, il n'y a pas de problème. Mais au moment où je taperai mon mot de passe, c'est lui qui le recevrait. Et donc le problème, effectivement, c'est qu'il faut s'assurer que notre interlocuteur est vraiment celui qu'on pense. Voilà, tu as raison. Donc il faut être capable d'authentifier des gens. Il faut s'assurer que l'ordinateur avec lequel on est en train de communiquer, il appartient vraiment à la banque et pas à un botnet ou pas à quelqu'un qui veut vous embêter ou n'importe quoi d'autre. Et d'ailleurs, au passage, ça sert aussi dans un certain nombre des gadgets crypto dont on a parlé jusque-là. Mais on verra un peu après. Bon alors, ok, donc authentifier les gens, des machines, chiffrer. Il en manque au moins un. Cacher des choses. Pardon? Cacher des choses. Tu veux dire dissimuler même l'existence du message? Alors ça, c'est un peu une autre affaire. C'est un peu autre chose, c'est la stéganographie. Hein. Oui, c'est-à-dire tu envoies une photo de vacances et puis en fait, à l'intérieur de la photo, on peut extraire, en s'y prenant bien, l'attaque aura lieu à 10h, etc. Voilà. Et, ce genre de technique existe aussi, mais en fait, moi, de mon point de vue, c'est un peu un autre domaine que la cryptographie. C'est un domaine voisin. Voilà. C'est la stéganographie, et le but de la stéganographie, c'est de cacher des informations dans une autre information. Typiquement, l'exemple classique, c'est je vais cacher un message, un petit texte, dans une image. Ou bien cacher une image dans une image, ou cacher une image dans une musique, où tous les assemblages sont possibles. De sorte que le document qu'une personne... quand on voit un document qui contient une information cachée, on ne se rend pas compte que ce document contient quelque chose. On ne le sait pas, on l'ignore. À l'opposé, quand on chiffre un message, on n'y comprend strictement rien, ça ne veut rien dire, et on sait qu'on a affaire à un message qui est chiffré, qui contient une information à laquelle on n'a pas accès. La stéganographie, c'est un domaine voisin, c'est pas directement de la cryptographie. Dans l'Antiquité, une des premières méthodes utilisées pour envoyer un message secret, c'est d'envoyer un messager qui apparemment ne porte pas de message. Soit parce qu'il est planqué à l'intérieur de sa ceinture, soit original, parce qu'on lui a rasé le crâne, on lui a tatoué sur le crâne, et puis après les cheveux ont repoussé. Mais alors le problème, c'est que le débit de ce genre de méthode n'est pas terrible. Et après, finalement, il y a eu des variantes où le mec porte un message, mais le message est incompréhensible. Et c'est ça la cryptographie, justement. C'est un peu l'évolution par rapport à la méthode d'avant. Il est très clair qu'un message est transmis, c'est juste que personne ne peut le comprendre, sauf en principe, sauf le destinataire normal. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui payent des impôts? Pas d'impôts. Mais même des déclarants.
font des déclarations. Non, il n'y en a pas. Vous avez payé pas d'impôts, vous avez raison. Mais alors, il paraît pourtant qu'il y a moi, je repère des gens qui, normalement, devraient en déclarer. Et pourtant, il paraît qu'il y a plus d'1 million de gens supplémentaires qui sont devenus imposables à l'impôt sur le revenu cette année à cause des mesures des différents gouvernements qui se sont succédés. Mais bon. Bref, si vous avez déjà essayé de payer vos impôts sur Internet, vous remplissez, au lieu de faire une déclaration sur papier que vous signez, que vous envoyez par la poste, vous remplissez les champs, puis à la fin, vous cliquez sur « Je déclare », et donc c'est envoyé sur un serveur gouvernemental, mais après vous pourriez essayer de dire « Ah bah non, j'ai jamais dit ça ». Pourtant vous pouvez pas, en principe. Vous savez pourquoi ? Voilà, parce que en fait, au moment où tu cliques sur OK, je déclare, en fait, ton ordinateur réalise une signature électronique. Et normalement, ce truc-là, il n'y a que toi qui peux. Enfin, si tu signes le document, il n'y a que toi qui peux le faire. Personne d'autre, en principe, ne peut signer à ta place. Et une fois que tu signes, tu ne peux pas dire que c'est pas toi. Donc tu ne peux pas te dédire, comme quand tu signes en vrai. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que le document que tu as signé ne peut pas être modifié. S'il est modifié, ça rend la signature invalide. Et donc, un dernier rôle de la cryptographie, c'est d'assurer que ce qui est reçu est bien ce qui est envoyé. C'est de s'assurer que les messages ne sont pas modifiés en cours de route. Et par exemple, il y a des situations où on s'en fiche que les messages soient secrets, mais ce qui est important, c'est qu'ils ne changent pas. Par exemple, quand vous pilotez une fusée ou un drone, quand vous envoyez le message tourne à gauche, tourne à droite, accélère, freine, on s'en fiche, c'est pas tellement secret. Par contre, il faut qu'il n'y ait que vous qui puissiez l'envoyer. Vous savez, c'est le scénario d'ailleurs du James Bond de je ne sais plus quelle année, 60, bref, où le pitch en gros du film, c'est que les méchants ont une antenne radio plus puissante et ils arrivent à détourner, ils arrivent à couvrir le signal normal qui piloterait la fusée et ils essayent de faire cracher la fusée sur une grande ville ou je sais plus quoi. Et là, c'est plus, ce qui est important, effectivement, c'est plus déjà que l'expéditeur soit identifié et qu'on ait la garantie que le message n'ait pas été modifié en cours de route. Et donc voilà, la cryptographie, en gros, ça se... Je me permets de t'interrompre, comme tu m'as invité, donner la permission de le faire. J'ai ici quelques anciens étudiants ou étudiants actuels, futurs peut-être encore, qui ont suivi avec moi un cours de codage en deuxième année de licence, dans lequel il y a un chapitre consacré au code correcteur d'erreur. On est là aussi, les codes correcteurs d'erreur sont consacrés à assurer l'intégrité des données transmises. En crypto, on s'intéresse aussi à l'intégrité des données, mais on n'utilise pas les techniques utilisées dans les codes correcteurs d'erreur. Pour quelle raison ? Principalement, en théorie des codes correcteurs, on lutte contre le bruit commis par le monde physique, qui n'est pas doté de malice, ce monde physique. Il est tel qu'il est, il est bruyant, mais il n'est pas malicieux. Il ne cherche pas à piéger les codes correcteurs d'erreur qu'on élabore pour lutter contre le bruit. En revanche, en crypto, on cherche à lutter non pas contre le bruit du monde physique, mais contre le bruit occasionné par des gens malicieux et intelligents, et qui vont savoir comment contourner un CRC32 ou je ne sais trop quoi encore. Donc voilà. C'est plus compliqué l'intégrité en crypto que l'intégrité dans les codes correcteurs d'erreur. Et donc tout ça pour dire que tu disais tout à l'heure au début que la crypto ça sert à protéger ces données, et c'est vrai, mais protéger ça peut vouloir dire dissimuler, garantir, authentifier, s'assurer de la non-modification, etc., 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 etc. Et puis après, il y aurait des trucs en plus comme l'argent électronique, intraçable, anonyme, le vote électronique qu'on peut vérifier, où les bureaux ne peuvent pas tricher, où on peut faire la somme à la fin, etc. Donc il y a des tas de problèmes
annexe. Et voilà. Et donc, Jouer à pile ou face par téléphone. jouer au poker par téléphone, etc. Donc, bah, ça vous va jusque-là? L'ambiance est bonne? Et donc, vous savez peut-être qu'il y a... Les fils tout seuls, c'est très énervant. Vous savez peut-être qu'il y a, disons, il y a deux grandes familles de méthodes cryptographiques. Qui connaît ça? Sauf ceux qui ont suivi le cours, déjà, se taisent, évidemment. Vas-y. Ouais. Parce que la situation... Alors, la cryptographie, ça se raconte avec des histoires qui mettent en jeu Alice, Bob et Charlie. Et j'ai étudié la crypto pendant des années avant de réaliser que c'était ABC. Voilà. Donc, là, vous avez... Pourquoi ce truc est assez énervant? Ce truc cache Charlie. Bon, d'accord. C'est pas très au point. Voilà. Donc, bon, vous avez voilà, Alice et Bob veulent communiquer. Ils habitent loin, ils sont obligés de communiquer par radio. Et puis il y a Charlie, qui pourrait être par exemple le père d'Alice ou un amant jaloux, je ne sais pas quoi, qui espionne. Et donc, bah voilà, comme c'est un canal de communication qui n'est pas sûr dans le sens qu'il n'est pas confidentiel, mais comme aucun de nos canaux de communication à nous. Vous communiquez avec quelqu'un, sauf si vous lui donnez une clé USB de la main à la main, dans l'ensemble, vous communiquez d'une manière qui peut éventuellement être espionnée. Et on en a entendu parler récemment avec l'histoire de la NSA, voilà. Dès que vous communiquez un truc par Internet, par téléphone portable, etc., ça transite par les opérateurs téléphoniques, ça transite par l'antenne relais d'à côté, ça transite, vous ne savez pas trop où, par des câbles sous-marins qui sont sous le contrôle de telle ou telle entreprise, etc. etc. Donc, au final, quasiment aucun canal qu'on a de communication ne garantit une forme de confidentialité, ni même d'intégrité. Et donc, là, c'est la situation normale. Et donc, Charlie n'est pas content parce que il apprend l'histoire d'amour. Et donc, la solution la solution la plus simple pour réussir à échanger, à communiquer de manière un peu confidentielle sur un canal public, c'est le chiffrement. Parce que si vous chiffrez vos données, celui qui est au milieu va passer du charabia incompréhensible. C'était ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans l'Antiquité, une des plus anciennes méthodes de chiffrement qu'on connaît, c'est la méthode utilisée par Jules César. C'est facile, il s'agissait de décaler l'alphabet de quelques lettres. Au lieu d'avoir un A, vous écriviez un E. Au lieu d'avoir un B, vous écriviez un F, un C, un G, et ainsi de suite. Puis quand vous arriviez à X, Y, Z, vous reveniez à ABC. Donc, effectivement, si vous prenez un message comme ça, vous le faites passer dans le code de César, ça devient du charabia. Le problème, c'est qu'une fois que vous savez comment ça marche, et donc que vous capturez un général romain, vous lui faites cuire la plante des pieds assez longtemps jusqu'à ce qu'il révèle la méthode, et puis, une fois que vous savez comment ça marche, vous pouvez déchiffrer. Ce qui garantit que le code de César, ça marche, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui interceptent les messages savent comment ça a été chiffré. Et donc, depuis Jules César, dans le monde de la cryptographie moderne, on a amélioré les méthodes de chiffrement en leur permettant, en faisant en sorte qu'un algorithme de chiffrement, ça prend en argument le message que vous voulez chiffrer et une clé. Une clé, c'est une chaîne de bits plus ou moins longue, typiquement de 100 à quelques milliers. Et l'idée, c'est que si vous chiffrez un message avec une certaine clé, dans ce que tu appelais la cryptographie symétrique, la cryptographie à clé secrète, il faut la même clé pour déchiffrer. Et si au milieu, si tu n'as pas la bonne clé, tu ne déchiffres pas. Et donc, historiquement, c'est le système les plus anciens. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire de la machine Enigma utilisée par les nazis. Et il y a eu tout un truc autour du déchiffrement du code Enigma par les services secrets anglais, avec Alan Turing, etc. Le début de l'informatique exprès pour déchiffrer ça. La machine Enigma, c'est un système à clé secrète. Pour envoyer un message avec la machine Enigma, en gros, vous rentriez la clé secrète du jour
dans la machine, vous tapiez ce que vous avez à faire, ça vous sortait ça vous affichait à l'écran le message sur un afficheur le message chiffré, et de l'autre côté, avec la même machine, vous rentriez le message chiffré, vous rentriez la clé du jour, et puis vous arriviez à récupérer le message clair. Et alors, donc ça existe depuis le XVIe siècle, de manière un peu moderne. Voilà. Et l'inconvénient majeur, donc c'est très efficace pour se protéger contre les gens qui sont au milieu. L'inconvénient majeur, c'est quoi? Vas-y, dis-le plus fort. Il faut se donner la clé. L'inconvénient majeur, c'est qu'il faut avoir la même clé des deux côtés. Alors, quand on peut se rencontrer physiquement avant, ça va, je te donne la clé. Et puis après, une fois qu'on communique par Internet ou par un canal... c'est-à-dire que pour pouvoir utiliser un canal pas fiable, il faut avoir eu un canal fiable avant. Et donc évidemment, ça pose tout un tas de problèmes pratiques. Et ça posait tout un tas de problèmes pratiques, d'ailleurs, même aux militaires, qui étaient, jusqu'à un passé récent, les utilisateurs quasi exclusifs de la cryptographie. Parce qu'il fallait qu'ils distribuent des clés à tout le monde. Quand une unité était capturée, évidemment, tout était à refaire parce que les ennemis acquéraient les clés, etc. etc., etc. Et donc, aujourd'hui, l'un des systèmes de chiffrement à clé secrète les plus utilisés au monde, c'est un truc qui s'appelle l'AES, l'Advanced Encryption Standard, et c'est assez rigolo. Donc ça a été conçu par ces deux zigotos-là, qui s'appellent Reimann et Daemen. Donc les deux sont belges. Lui, il travaille à l'université de Leuven, et lui, actuellement, si je ne me trompe pas, il travaille chez Philips. Et c'est assez rigolo la façon dont ça s'est passé. D'ailleurs, vous savez, l'AES, c'était le système qui était utilisé par le CIC pour chiffrer ma connexion à eux. C'est assez rigolo la façon dont cette méthode de chiffrement est devenue un standard. C'est le gouvernement américain avait un standard avant, mais son standard, il vieillissait, parce qu'il datait des années 70. Il fallait changer, en gros. Et ils ont décidé, il leur fallait un standard qui soit accepté à peu près par tout le monde, comme étant un truc sûr, fiable, rapide, que tout le monde aurait intérêt à utiliser. Et évidemment, si c'était eux qui le fabriquaient, ça aurait été louche. Si c'était la NSA qui vous sortait un truc en vous disant « Tenez, utilisez ça comme standard de chiffrement, vous allez voir, c'est du bon, c'est du sûr », vous n'auriez pas envie. Hein. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé un appel d'offres. Ils ont organisé une compétition publique en proposant aux experts en cryptographie de proposer leurs idées de méthodes de chiffrement. Et donc il y a eu une compétition, ça a duré 3 ans. Chaque équipe essayait de déglinguer les systèmes des autres équipes. Et à la fin, au début, il y avait 15 méthodes de chiffrement en compétition. Puis après un premier tour, il n'y en a eu plus que 5. Et puis à la fin, sur les 5, ils ont choisi l'AES. Mais les 4 autres étaient bien aussi. Mais ils ont choisi de l'algorithme conçu par Reimann et Daemen pour qu'ils deviennent l'AES. Et ça, c'était en 2001. Et depuis, l'AES est utilisé à peu près partout. Enfin, le concours date un peu avant 2001. 2001, c'est l'année... C'est la fin du concours. C'est la standardisation de l'AES. Ça a commencé en 97. C'est 97. Le concours a commencé en 97. Et pour revenir, l'ancien système de chiffrement, celui que l'AES remplace, qui est le DES, lui aussi était issu d'un concours, mais dans les années 70, et qui était non pas un concours d'envergure internationale, mais uniquement interne aux États-Unis. Et dans les années 70, il y avait vraiment très très peu d'équipes en mesure de faire des propositions cryptographiques. Parce que dans les années 70, la cryptographie était encore très cantonnée dans des usages très limités, principalement les usages militaires, et des usages civils, mais pour les grosses organisations. Voilà, donc pour le DES, c'est IBM qui a fait la proposition qui a donné lieu au DES, après l'intervention de la NSA quand même. Mais bon, qui l'a modifié en passant. Mais dans le bon sens, pas dans le sens auquel on pourrait croire a priori. Que je crois.
Mais avec des je pourrais ouais, venez en Pâques, on vous racontera ça mieux. Et du coup, c'est vrai que avant, les méthodes d'avant, en gros, c'était sorti comme ça. Le standard d'avant, dans les années 70, le gouvernement américain tenait voilà un standard, un claque, et puis personne ne savait pourquoi c'était fait comme ça, pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de le faire comme ça et pas autrement. Il y avait des aspects un peu mystérieux, voilà. Mais là, celui qui est utilisé aujourd'hui, en fait, dans le fond, bah, vous connaissez tout, bon, vous avez sa spécification, vous connaissez les raisonnements qui ont conduit à ce qu'il soit fait comme ci, comme ça. Il y a des preuves que certains morceaux sont bien faits, et tout ça a été discuté de manière relativement publique. Et donc en fait, l'algorithme lui-même n'est pas du tout secret. Voilà. Quand vous utilisez un truc que tout le monde sait comment ça marche, mais par contre, quand vous l'utilisez avec une clé qui, elle, vous est propre. Et c'est que la clé qui garantit que le chiffrement, ça se passe bien. L'algorithme lui-même, tout le monde sait comment ça marche. Et d'ailleurs, il y a des tas de situations où des algorithmes propriétaires, soi-disant mieux, soi-disant bien, etc., étaient secrets. Et quand on a fini par comprendre comment ça marchait, à force soit de rétroconception, soit de machin, et ben on s'est rendu compte que les algorithmes étaient vraiment nuls. C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu quelques désastres industriels à cause d'algorithmes qui étaient gardés secrets et que personne ne pouvait se rendre compte qu'ils étaient nuls jusqu'au moment où c'est arrivé. Après qu'ils aient été très largement déployés. Voilà. Et donc, ça c'est un peu l'histoire de comment vous pouvez concevoir un des algorithmes les plus utilisés au monde sans gagner un rond, soit dit en passant. Une ligne sur ton CV quand même. Enfin bon, je pense qu'il y a une bonne place chez Philips. Ouais, mais oui, il doit pas mal gagner. Pas de problème pour avoir un boulot. Oui, tu dois pouvoir te faire embaucher après. Ouais. Surtout que lui, en plus, il a remis le couvert après, je vous raconterai. Et donc voilà, le problème de la cryptographie comme ça, c'est qu'il faut se donner les clés à l'avance et c'est problématique. Donc voilà. Et tout a changé dans les années, à la fin des années 70, voilà. Alors là, on voit pas bien, mais donc vous avez deux groupes de geeks plus ou moins barbus, lui barbu, etc. Et ils ont inventé la cryptographie à clé publique. Voilà. Ils ont inventé comment s'échanger des secrets en public. Donc, pour ceux qui connaissent ces trois-là, dans leurs initiales, ça fait RSA. Vous connaissez peut-être, lui c'est Rivest, lui c'est... pas le revenu de solidarité. Non, c'est ça. Eux, par contre, ils ont tiré un bon revenu de leurs idées. Et là, vous voyez, ces deux-là, si je ne me trompe pas, ont inventé le système d'échange de clés Diffie-Hellman, qui était utilisé par le CIC tout à l'heure. C'était où? Voilà, c'est parti. Là, sur ton cadenas. Cadenas, gna. Voilà, ici, ça vous dit, ça utilise le mécanisme d'échange de clés DHE-RSA, et le DH, c'est les initiales de Diffie et Hellman, c'est-à-dire... Pourquoi j'arrive pas... Voilà. C'est-à-dire, voilà, ces deux affreux-là. Et RSA, les trois autres. RSA, c'est les trois autres. Alors, ça, question qui est tout à gauche. Oui, alors, il y a un homme mystère. Je pense que ces initiales sont RM. Moi j'avais dit que j'étais d'accord. Tu es d'accord? Et donc, dans la cryptographie à clé publique, ce qui change, c'est que vous n'êtes plus obligé d'avoir la même clé des deux côtés. En gros, il y a une partie de votre clé qui est secrète, qui est pour vous, et il y a une partie qui est publique. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que la clé secrète sert à déchiffrer, donc vous la gardez, et la clé publique, elle sert à chiffrer, et vous la mettez sur votre page web, dans des annuaires, vous la mettez partout où c'est possible. Et donc, comment ça marche? Décidément, je suis un peu embêté avec ce truc. Voilà. Comment échanger des secrets en public? Ben, vous voyez, donc il y a Bob, hein, qui est là. Il a sa clé secrète qui lui sert à déchiffrer. Et Alice voudrait lui envoyer sa déclaration en flamme. Et donc, pour ça, d'abord, Alice, il faut qu'elle récupère la clé publique de Bob. Donc pour ça, elle peut s'adresser à un annuaire, elle peut essayer de la récupérer. Comme c'est public, vous pouvez le trouver sans problème. Voilà. Donc elle récupère la clé publique de Bob, et une fois qu'elle a ça, elle peut
chiffrer un message que seul Bob pourra déchiffrer parce qu'il n'y a que lui qui a la clé, la partie secrète de la clé qui sert au déchiffrement. Et évidemment, la clé secrète d'Eric décrypte pas les messages qui ont été chiffrés avec la clé publique de Bob. Il faut que ça corresponde. Voilà. Il faut que vous ayez les deux. Une clé secrète ne déchiffre que les messages qui ont été chiffrés par la clé publique qui correspond et réciproquement. Et donc avec ça, vous voyez, il n'y a plus besoin d'avoir un canal de communication sûr avant. Vous pouvez communiquer avec un opposant chinois à l'autre bout du monde que vous n'avez jamais rencontré de manière sûre. Il suffit juste que vous arriviez à récupérer sa clé publique. Alors, ça peut poser d'autres problèmes. L'annuaire peut vous mentir. En gros, dans ce système-là, le point faible, c'est l'annuaire. Vous comprenez? Il y a toujours des possibilités d'arnaque, comme tu disais tout à l'heure. Mais du coup, ça résout le problème. Et du coup, dans toute la cryptographie à clé publique, il y a dans la cryptographie à clé secrète, la façon dont ça marche, en gros, c'est vous bidouillez des bits, vous les mélangez, vous les faites rentrer dans des fonctions, vous les éparpillez après, etc. Vous essayez de mélanger le plus possible la clé avec le message. Dans toute la cryptographie à clé publique, en fait, par contre, là, il y a des maths, hein, parce que vous comprenez bien que l'algorithme de chiffrement avec la clé publique, ça chiffre, et l'algorithme de déchiffrement avec la clé secrète, ça déchiffre. Les deux algorithmes, vous savez comment ça marche. La clé publique, tout le monde la connaît, donc tout le monde peut chiffrer des messages pour moi. Et donc, tout le monde a sous la main une fonction qui va dans un sens. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette fonction-là, on puisse la faire marcher dans l'autre sens. Voilà. Et c'est là que, en gros, on a besoin de problèmes difficiles au sens de la théorie de la complexité. Ça veut dire qu'il faut que calculer la fonction dans un sens, ce soit facile, linéaire, quadratique, polynomial, quoi. Et il faudrait que la calculer dans l'autre sens, ce soit horriblement dur tant que vous n'avez pas la clé secrète. Et horriblement dur, ça veut dire, en gros, il faut que ça prenne un temps exponentiel. Voilà. Exponentiel dans la taille de la clé, dans la taille du message, dans la taille de tout ce que vous voulez. Donc, c'est une des applications assez directes de toute la théorie de la complexité, c'est d'essayer de réussir à faire de la cryptographie. Je dis ça parce qu'il y a ma chef, Sophie Labac, qui surveille. Et donc, je vends, en passant, je vends le cours algorithme avancé et complexité. Voilà. Donc on a besoin de problèmes durs, on a besoin de problèmes dans des classes de complexité élevée pour réussir à faire de la cryptographie. Et on a surtout besoin que P soit différent de NP, sinon on est cuit. Voilà, donc vous voulez voir un système de chiffrement à clé publique en action? Je tente ma chance. Alors, comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer comme ça. Je vais grossir. Là, j'ai peut-être même trop grossi. C'est tellement gros qu'on ne voit plus rien. Hop, zut. Voilà, on en est là. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. RSA, justement. RSA, c'est le système de chiffrement à clé publique le plus utilisé. Celui qui est dans votre browser web, dans votre carte bleue, dans SSH, par exemple. Ceux qui connaissent SSH, il faut vérifier l'identité de la machine à laquelle il faut que vous vous connectiez. Il faut que la machine elle vérifie votre identité. Tout ça peut se faire avec RSA. Alors, j'ai besoin du bon fichier. Le voilà. Alors, attendez, il faut juste que je jongle avec mes fenêtres. Donc, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais me fabriquer une clé publique et une clé secrète RSA en un coup de cuillère à peau. Ça y est, c'est parti. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai une erreur de syntaxe? Parce que mon copier-coller a raté, évidemment. Comme je ne suis pas en face de l'écran, c'est pas facile. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Et on n'y va toujours rien. Je comprends pas pourquoi c'est aussi visible.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué deux nombres qui sont grands. Vous les voyez, PQ là. Ils font, grosso modo, ils occupent 1024 bits chacun. Et j'ai calculé leur produit. Voilà. Leur produit, donc, qui est un nombre encore plus grand, fait, lui, ça fait du coup 2048 bits à la louche. Et la clé publique, en gros, c'est ça. La clé publique, c'est le produit. Et la clé secrète, c'est juste les deux trucs séparés. Tout simplement. Et l'idée, c'est que c'est super facile de calculer le produit. Vous avez vu, alors c'est des grands nombres, hein, mais pour un ordinateur, c'est des petits calculs rapides. Calculer le produit, ça, pour ceux qui connaissent, ça prend en cherchant bien. Si vous le faites, si vous programmez mal, ça prend un temps qui est quadratique en le nombre de chiffres. Et si vous le programmez vraiment bien, ça prend n log n log log n. Mais il faut faire des efforts pour ça. Il y a des étudiants d'API 2 là. Le produit, c'est certainement pas comme vous l'avez programmé sur les grands entiers. Certainement pas. Et donc, mais en tout cas, si je vous donne le produit, c'est excessivement difficile de retrouver les deux machins au-dessus séparément. On ne connaît pas d'algorithme polynomial qui sache le faire. Alors on en connaît dont la complexité est un peu moins pire que exponentielle, mais c'est quand même très dur. Et l'idée, c'est que toute la sécurité de RSA repose sur le fait qu'on ne connaît pas de méthode qui sert à décomposer un nombre en produit. Pas de méthode efficace. Pas de méthode efficace. Voilà. Et pourtant, c'est un problème. L'avantage, c'est que le problème est simple, tout le monde peut comprendre, et que ça fait quand même en gros 500 ans qu'on cherche des méthodes et qu'on n'a pas trouvé. Donc, il semble raisonnable de se dire que si on n'a pas trouvé sur les 500 dernières années, la probabilité qu'un gosse de 14 ans trouve dans son garage la semaine prochaine est faible. Voilà. Donc voilà. Et donc, alors, je vais calculer. J'ai vu qu'à la NSA, ils n'embauchent que des gosses de 14 ans. Et alors, restent dans leur garage. J'ai lu hier sur je ne sais plus quel site que la NSA, ils ont un programme pour des lycéens à qui ils essaient de filer des casse-têtes que eux n'ont pas réussi à résoudre. Alors la plupart des lycéens échouent, mais il y en a quelques-uns qui réussissent et ceux-là, ils les embauchent. Alors, donc voilà. Et alors comment on fait pour chiffrer un message dans RSA? Alors voilà, il me faut un message. Donc voilà, je me suis fabriqué un message. Donc mon message, vous voyez, j'ai choisi un élément aléatoire de l'ensemble des entiers qui sont plus petits que ce gros bidule là. Donc voilà, voilà mon message. Si vous le lisez en ASCII, si ça se trouve, ça vous fait une déclaration d'amour enflammée, mais bon, je ne vais pas essayer de le convertir. Voilà. Dans RSA, vous chiffrez des nombres, mais ça tombe bien, on est à l'ère du numérique, le numérique c'est des nombres. Voilà. Et pour chiffrer, eh ben, c'est assez simple. Je vais vous montrer comment on calcule le chiffré. Pour ceux qui connaissent, c'est du Python tout ça. Donc, est-ce que vous arrivez tous à lire cette ligne-là en bas? Ça vous dit que le message chiffré, vous prenez votre message là, vous l'élevez à la puissance E. Ah oui, t'as pas dit ce côté. J'ai pas dit E. E, c'est un truc c'est une constante, ça vaut 65 537, là en l'occurrence. C'est souvent 65 537. Voilà. Donc vous prenez votre message, vous l'élevez à la puissance E, donc ça vous fait quelque chose de relativement gros, on pourra essayer. Hein. Si je calcule mon message puissance E, là le calcul prend un petit moment, et puis à la fin, si ça m'affiche quelque chose, ça m'affichera 100 mégaoctets de chiffres. Voilà. Vous prenez votre message, vous l'élevez à la puissance E, vous calculez sa division par n, comme à l'école primaire, et vous gardez le reste. Et c'est tout. Et ça, c'est le meilleur système de chiffrement à clé publique du monde, en gros. Assez peu de choses près. Prenez votre machin, puissance truc muche, posez la division euclidienne, vous jetez le quotient à la poubelle, vous gardez le reste, et voilà, et c'est chiffré. Et alors, bon, j'arrête le calcul. Voilà. Et donc, bon vous voyez, mon message de départ est là, et puis quand il est chiffré, il est comme ça au-dessus. Donc
Donc vous devez me croire sur parole quand je vous dis que si je vous donne le truc du haut, là, vous n'arriverez jamais à retrouver le truc du bas. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche RSA. Et pour déchiffrer, comment on fait? Eh bien, il faut avoir... Alors, pour déchiffrer, comment on fait? Il faut avoir calculé un petit truc à l'avance. Voilà. Donc ça calcule le reste de la division de l'inverse de E, là, par un truc qui dépend des deux nombres que j'avais fabriqués au début, peu importe. Et pour fabriquer, eh ben, il suffit de prendre le... Donc, je vais prendre les deux à la fois. Donc, pour chiffrer, vous prenez votre message, vous l'élevez à la puissance E, et vous gardez à la fin le reste de la division par n. Et pour déchiffrer, ben vous prenez le truc que vous avez chiffré avant, vous l'élevez à la puissance d, le truc que je viens de calculer, vous le divisez par n et vous gardez le reste, et vous retombez sur le truc de départ. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et l'avantage de RSA, si j'ose dire, c'est sa simplicité. Ça repose sur un problème simple. En gros, je vous donne un nom, vous n'êtes pas capable de l'écrire comme un produit. Et les opérations qu'il y a à faire sont des opérations qu'on sait faire quand on entre au collège. Voilà. Alors, pourquoi ça déchiffre? Pourquoi ça marche pour ce truc? Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est des mathématiques qui ont été inventées au XVIIIe siècle, en gros. Mais, et si vous voulez savoir tous les détails, venez suivre le cours de crypto. Voilà. Et voilà. Et alors, vous allez me dire, donc le premier truc... cet exposant-là, donc on en a besoin pour chiffrer. Parce que pour chiffrer, voilà, pour chiffrer, de quoi on a besoin? On a besoin du message, de E et de N. Voilà. Et donc le E et le N, c'est ça la clé publique. C'est ça qui est dans l'annuaire. Et pour déchiffrer, on a besoin de quoi? On a besoin du N, qui est public, et du D, là. Et en fait, le seul truc, la clé secrète, c'est le D. C'est le machin auquel il faut élever la puissance pour déchiffrer. Et alors, ça, c'est un nombre qui est pas très facile à deviner. Vous voyez? Ça dépend de manière assez compliquée de tout le reste. Et donc voilà, quand vous faites de la carte bleue, quand vous faites du connexion Internet, etc., c'est ça qui se passe derrière. Moi, ce qu'il y a de remarquable dans RSA, c'est que l'algorithme de chiffrement est exactement le même que l'algorithme de... J'ai dit quoi? Chiffrement ou déchiffrement? Enfin, les algorithmes de chiffrement et de déchiffrement sont les mêmes. C'est élevé à une puissance, c'est élevé à un nombre, à une certaine puissance, modulo un troisième nombre. Voilà. Encore un petit clin d'œil pour les étudiants qui m'ont suivi cette année en codage. ODS, je mettrai peut-être la question. Il faut calculer C à la puissance D. Modulo M. Quelle est la taille de ces puissances D en bits, en sachant que C et D ont environ 2048 bits? Voilà. La réponse pas immédiatement, mais si vous réfléchissez, vous vous convaincrez qu'on ne calcule pas ces puissances D. Voilà, c'est tout. Jusqu'à part en moins de 5 minutes. On ne le calcule pas, c'est impossible. Même pas... en gros, il n'y a pas suffisamment d'atomes dans le monde pour supporter chacun des bits de votre calcul. Donc la physique, c'est physiquement impossible. Ce n'est pas lié à la technologie, c'est lié à la physique. Le calcul, il se fait comment alors, du coup? Ah bah, tu verras. Il faut venir au bac. On trouve ça facilement. Mais donc, ce que vous voyez, je reviens un petit coup en arrière sur mon système parce que vous avez vu que pour... je vais vous montrer le script. Alors là, c'est un peu petit, mais je vais pouvoir grossir. Peut-être. Voilà, là c'est trop. Voilà. Donc, ce que j'ai rentré dans mon Python là, c'était ça. Et donc, ce que je disais, N et E sur la clé publique, le D est la clé secrète. Et donc, pour que les gens puissent chiffrer, il faut leur donner N. Voilà.
n, c'est le produit de mes deux nombres là-haut, là. Et vous voyez bien que si je connais les deux nombres séparément, je peux calculer le truc secret, le D qui est secret, qui sert à déchiffrer d'ailleurs. Le E c'est pour encrypt et le D c'est pour decrypt, logiquement. Et donc, en fait, on donne aux gens, pour déchiffrer, on a besoin de calculer le D, et le calcul de D, ça se fait à partir de P-1 et Q-1, et on donne aux gens N, c'est-à-dire le produit de P et Q. Et donc tout le système repose sur le fait que c'est impossible, étant donné N, étant donné le produit, de réussir à séparer les deux machins séparément. Si vous y arrivez, vous pouvez faire des fausses cartes bleues. Ça vaut le coup. Et d'ailleurs, en 95 ou 96, je sais plus, c'est l'histoire de Unkish. Je crois que c'est un peu plus vieux, ça. Un peu moins vieux, pardon. Et les nombres qui étaient utilisés sur les cartes bleues étaient trop courants. Les méthodes habituelles, en fait, réussissaient sur des ordinateurs pas très puissants à faire le calcul jusqu'au bout et donc à retrouver les deux facteurs séparément. Donc il y avait un type qui s'était amusé à faire une carte bleue qui disait toujours oui. Est-ce que je peux faire cette dépense? Oui. Est-ce que je peux faire cette dépense? Oui. Ça regardait sur aucun compte, ça ne débitait rien du tout, la carte bleue disait oui. Et pour démontrer, il voulait démontrer aux autorités bancaires que leur système avait un problème. Il s'est acheté un carnet de tickets de métro avec. Il avait envoyé la preuve que leur système était pourri, quoi. Et il a fini en prison. Aujourd'hui, ils sont un peu rattrapés. Moi, j'ai regardé sur ma carte bleue, le N, là, il fait 960 bits. Parce qu'il y a sur certains ordi, il y a des lecteurs, et donc il y a des programmes qui vous sortent sur votre carte bleue. Vous avez pareil, vous avez le N, le E, etc. Et vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller regarder le truc et voir à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, au passage, c'est où? Là-dedans, si j'essaye de creuser un peu, si j'essaye de creuser, parce que le certificat là que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qui certifie l'identité du CIC. Donc si vous cherchez un peu à l'intérieur du certificat, vous allez voir que vous avez du chiffrement RSA, toc. La clé publique fait 205. La taille de la clé, c'est quoi? C'est 2048 bits. Donc c'est-à-dire que c'est le même truc que ce que je viens de vous montrer à l'écran à l'instant. Et l'exposant qui est utilisé pour le chiffrement, c'est 65 537. Ça, c'est le E. Et le D n'y est pas. Le D n'y est pas, mais le. Pourquoi? Là, vous voyez le N en hexa. Voilà. Donc c'est le même système qui est utilisé là-dedans. Et effectivement, le D n'y est pas. Voilà. C'est ça. Le D du CIC, il doit valoir très cher. Je ne sais pas, quelle heure est-il et combien de temps? 25. Donc il nous reste 5 minutes. Et alors, moi j'aurais envie de vous demander, et d'après vous, est-ce que tous ces systèmes-là, est-ce que vous croyez qu'ils sont fiables et est-ce que vous leur faites confiance ou pas? Qui fait confiance? Qui ne fait pas confiance? Je suis heureux de voir qu'il y a au moins un paranoïaque parmi nous. Non, deux. Un qui n'assume pas et un qui assume. Et parce que mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une majorité d'indécis. Ouais. D'une part, on fait confiance. Non. Parce que jusque dans les années 70, disons, en fait, la cryptologie, c'était quand même étudiée par les militaires, avec des applications quasiment exclusivement militaires. Et c'était quand même c'était des secrets assez jalousement gardés. Et ce qui a changé un peu, c'est qu'avec l'apparition de l'informatique, avec l'apparition des données numériques, des données dématérialisées, etc., il commençait à y avoir un besoin, au moins commercial, d'être capable de transférer des données de manière un peu fiable. Et d'ailleurs, c'est pour répondre à ce besoin que le gouvernement américain que la NSA en fait avait sorti le premier standard de chiffrement dont tu parlais tout à l'heure, parce que les entreprises dans leur coin, elles chiffraient leurs données, mais n'importe comment, avec des méthodes absolument nulles. Voilà.
Et donc, histoire de mettre, le gouvernement américain avait choisi de mettre à disposition du public un système un peu bien, un peu assez correct, parce que ça répondait à un besoin, dans le fond, un besoin économique. Voilà. Et, mais pendant toute une période, disons, je sais pas, de 70 à 90, 2000, l'attitude des gouvernements, c'était de permettre aux gens d'utiliser un peu la cryptographie pour les besoins pour les besoins, disons, du commerce, mais pas de la bonne cryptologie. Et par exemple, les téléphones portables GSM, la 2G, c'est chiffré, mais mal. Et aujourd'hui, avec un ordinateur portable raisonnable, on sait déchiffrer les communications téléphoniques 2G en temps réel. Voilà. Et ça, c'était volontaire. C'était parce que les gouvernements voulaient se donner la possibilité de déchiffrer les communications des particuliers. Et en France, c'était interdit d'utiliser de la bonne crypto jusqu'en 2000 environ. Oui, c'est ça. Vous aviez le droit d'utiliser des C'est le gouvernement Jospin que ça a changé. Vous aviez le droit d'utiliser des clés jusqu'à 40 bits. C'est-à-dire un truc où c'est possible d'essayer toutes les clés les unes après les autres pour voir si ça déchiffre. Et par contre, les clés de taille raisonnable, 128 bits, là, vous n'aviez pas le droit. Utiliser les logiciels de chiffrement, c'était considéré comme des armes de guerre de la même catégorie que les armes chimiques, les têtes nucléaires, etc. Et, voilà. Et donc, ça a fini par changer, encore une fois, parce que pour pouvoir faire du commerce électronique raisonnable, pour pouvoir faire du paiement en ligne avec les cartes bleues, pour pouvoir faire tout un tas de trucs, il fallait laisser aux particuliers la possibilité d'utiliser de la cryptographie de bonne qualité. Sinon, les boîtes, les entreprises de commerce électronique allaient se faire arnaquer les unes après les autres. Et donc finalement, les gouvernements ont libéralisé la cryptographie, mais pour des raisons commerciales. Et donc du coup, depuis les particuliers ont accès à la cryptographie de bonne qualité. Donc mon opinion, c'est que si vous chiffrez un document de manière raisonnable avec l'AES, si votre mot de passe c'est pas Toto, mais si votre mot de passe si la clé c'est vraiment 128 bits aléatoires, à mon avis, aucune agence de renseignement dans le monde aujourd'hui ne sait le déchiffrer. Alors, vous allez toujours me dire, mais on ne sait jamais ce qu'ils savent faire. C'est vrai, on ne sait jamais. Mais il y a quand même beaucoup de chercheurs dans le monde qui essayent de déchiffrer l'AES, dont moi, et on sait qu'on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas plus. En gros, dans l'AES, si vous en enlevez la moitié, on sait le déchiffrer, mais si vous remettez la moitié, on ne sait plus. Donc on sait qu'on arrive jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout. Mais de toute façon, vous avez vu avec l'histoire de l'affaire Prism, ça n'empêche pas les agences de renseignement de demander gentiment à Google, à Facebook, à Yahoo, aux opérateurs téléphoniques de leur donner tout ce qu'ils ont envie d'avoir déchiffré. Et de toute façon, la cryptographie ne les empêche pas de collecter les fameuses métadonnées. Car ça ne les empêche pas de savoir à qui vous parlez. Ils ne sachent pas ce que vous dites. Mais dans le fond, ils s'en fichent. Ce qui est le plus important pour eux, c'est de savoir à qui vous parlez. Et enfin, de toute façon, il y a toujours les bonnes vieilles méthodes. Si vous voulez vraiment savoir ce que Bidule il a son ordinateur, vous attendez qu'il soit sorti de chez lui, vous rentrez et vous prenez l'ordinateur. Donc, c'est ce que j'avais discuté une fois avec un type de la DGSE. Je lui avais demandé, mais est-ce que le fait que tout le monde puisse utiliser l'AES, etc., est-ce que c'est pas embêtant pour vous? Il m'a dit, bah si, mais on s'adapte. Et de toute façon, quand il y a des problèmes autour de la cryptographie, c'est souvent pas les algorithmes cryptographiques eux-mêmes qui ont un problème, mais c'est les gens qui les programment qui ont des problèmes. Voilà. Et par exemple, pour ne vous donner qu'un seul exemple, dans toutes les consoles de jeux, il y a des protections pour garantir qu'il n'y a que les bons jeux qui vont se lancer. Parce que souvent, ils vous vendent la console à perte, ils essaient de se refaire sur les jeux, donc évidemment, ils ne veulent pas que vous soyez capable de cloner les jeux, de ceci, cela, etc. Ils veulent qu'un éditeur qui sorte un jeu, il faut qu'il casque auprès de Nintendo, Sony et je ne sais pas quoi pour avoir le droit. Et donc, il y a des systèmes le BIOS de la console se vérifie cryptographiquement, après il vérifie cryptographiquement l'OS, il charge l'OS vérifie cryptographiquement les jeux, etc. Et donc sur la PlayStation 3, Sony, à chaque fois ça a foiré. Mais sur la PlayStation 3, par exemple de Sony, ça a foiré lamentablement. Donc ils avaient mis en place un système de cryptographie compliqué avec des courbes elliptiques pour ceux qui connaissent, etc. C'était un peu ils avaient cherché un système moderne, récent, efficace, etc. Juste ils se sont trompés en le programmant. Et il y a un endroit où on leur a dit choisissez un nombre aléatoire
Ils n'avaient pas compris qu'il fallait le faire pour chaque jeu différent. Ils ont choisi le même nombre aléatoire, bien secret, implicite, défini, etc., pour tous les jeux pareils. Et cette petite erreur-là, ça a permis aux gens qui connaissaient l'algorithme et qui connaissaient la cryptographie de récupérer toutes les clés secrètes, etc., en quelques instants. Dommage, c'est pour une petite erreur de compréhension, quoi. Voilà, donc moi, ouais. La cryptographie est vraiment un domaine qui est partagé entre les mathématiques et l'informatique. Comme tu l'as dit, les mathématiques sont là pour asseoir les algorithmes, mais vraiment il y a un très gros travail ensuite dans l'implantation de ces algorithmes, et il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Il faut de bons programmeurs, d'excellents programmeurs qui savent tester leurs programmes, qui savent utiliser parfois des outils de vérification de programmes. Voilà. Donc il faut des informaticiens pour faire de la crypto. Et d'excellents programmeurs. Pas de bidouilleurs, on n'en veut pas. Et moi j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. On a cassé l'ambiance. Pour donner un exemple. Est-ce que vous avez est-ce que vous regrettez d'être venu ce midi? Et pour vous donner un seul exemple C'était pas facile pour nous de savoir exactement ce qu'il fallait dire en une heure, en étant à la fois général et en entrant un peu dans le sujet. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans l'amphi? Je vois des gens qui travaillent au département d'informatique du LIFL. Là. Est-ce que vous connaissez l'histoire du bug de SSH dans Debian? C'était il y a 1 an ou 2. Et c'était un truc très drôle, vous savez, donc dans SSH, il y a des systèmes d'authentification cryptographique, et puis donc, pour ça, il faut se fabriquer des clés SSH. Et vous avez tous chez vous un petit programme SSH-keygen qui vous fabrique une clé RSA aléatoire. Aléatoire parce qu'il ne faut pas que les autres puissent la deviner. Et donc, ceci nécessite la fabrication de bits plus ou moins aléatoires, et donc ça, c'est un problème compliqué. Et il y avait donc dans SSH, il y avait un générateur de bits aléatoires qui était de bonne qualité. Et puis il y a un mainteneur de Debian qui avait eu un bout de code, il avait l'impression que ça servait à rien, il l'a commenté. Et bilan, le nom, alors qu'il y a des millions ou des milliards d'utilisateurs de SSH dans le monde, pendant un certain temps, pendant plusieurs années, je crois, l'implémentation de SSH qu'il y avait dans Debian tournait avec quelques milliers de clés différentes, c'est tout. Il suffisait de les essayer les unes après les autres pour usurper l'identité de quelqu'un. Alors on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais le jour où on s'en est rendu compte, ça a foutu de mal. Et c'est comme ça que, par exemple, dans une conférence de cryptographie, il y a une association internationale de recherche en cryptographie qui a un site internet, connexion sécurisée, certificat, etc. Et donc dans la conférence, il y a un mec qui s'est pointé, vous avez vu le certificat, vous avez vu le N là? Tenez, voilà la factorisation, clac. Et donc là, tout le monde était un peu surpris en se demandant qu'est-ce qui venait de se passer. C'est juste que le certificat de l'Association internationale de recherche en cryptographie, il avait été fabriqué avec la version buggée de Debian. Et donc, il appartenait à ce petit ensemble d'un petit millier de certificats où on connaissait la factorisation du N. Voilà. C'était un peu l'affiche. Et depuis, ils n'ont plus le droit de faire ce genre de bêtises. Voilà. Si vous êtes timide et que vous ne voulez pas poser vos questions maintenant, je me tiendrai dans un endroit discret à côté de la porte après. Si vous avez des questions quand même, vous pourrez venir me les poser individuellement. Il n'y a pas de confessionnal, sinon vous pourriez me les poser de façon anonyme. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent.
Les déjeuners technologiques reviendront en janvier, pas la première semaine, la deuxième semaine de janvier, avec une conférence sur Ruby par un développeur Ruby on Rails qui viendra faire un peu l'apologie de Ruby.